Alors, Carlos Ghosn dans Le Figaro, Philippe Varin dans Les Échos, c'était hier. Les deux grands patrons de l'industrie automobile française, respectivement Renault et Peugeot, ont donc poussé leur cri, un cri d'alarme, et demandent au gouvernement d'améliorer la compétitivité de l'industrie française, autrement dit, d'alléger le coût du travail. Il faut dire donc, et ce n'est plus une nouvelle vraiment, et il n'y a un scoop, que l'industrie automobile se porte plutôt mal. Et c'est pourtant dans ce contexte que s'ouvre demain au public le mondial de l'automobile à Paris, porte de Versailles, jusqu'au 14 octobre. Les plus beaux prototypes et dernières nouveautés vont s'y exhiber, une débauche de moyens devant les caméras du monde entier. Mais enfin, la détresse de la chaîne de montage risque également de s'inviter dans ce rêve de vitesse, cette parenthèse enchantée, disent certains journaux, et de mécanique. Les salariés de l'usine Ford de Blanquefort ont prévu de manifester sur place, tout comme ceux de PSA Aulnay. Alors aujourd'hui, tandis que l'industrie automobile est en plein marasme, peut-on toujours dire que la voiture fait-elle rêver? On sait que l'autophobie croît en même temps que la crise. Et peut-on envisager au fond de parler, et faut-il envisager une nouvelle ère automobile pour les années qui viennent? Et au fond, quelles seraient les nouvelles stratégies? Pour en parler, nous recevons l'un des plus grands spécialistes de la question, également l'un des plus grands industriels français, ancien PDG de Renault de 1992 à 2005 et aujourd'hui président de France Initiative, Louis Schweitzer. Bonjour. Bonjour. Je précise d'ailleurs que vous êtes fonctionnaire et toujours membre du conseil d'administration de Volvo. Alors, le salon de l'automobile, peut-être pour démarrer, et l'état de la crise automobile aujourd'hui. Nous sommes avec Jérémy Macquia de France Info, grand spécialiste de la question pour en parler. Faut-il y voir, dans ce salon de l'automobile, une sorte de faux nez clignotant sur un visage plus que triste et blafard de la situation industrielle automobile, Louis Schweitzer? Non, le salon de l'auto, ce n'est pas un faux nez, c'est une fête. Et c'est une fête qui a lieu tous les 2 ans à Paris, qui est le plus grand salon du monde par le succès public, le plus grand salon du monde par le nombre de créations. Donc, c'est une fête qui a eu lieu tous les 2 ans. Mais on peut faire la fête en ce moment? Vous savez, en 2010, l'atmosphère n'était pas extraordinaire. En 2008, le salon a eu lieu au moment même de la crise financière. Donc, le salon arrive quelquefois à des moments de crise. Mais à propos, la crise, ce n'est pas une raison pour pleurer tous les jours et ne se donner aucun plaisir, quel qu'il soit. Alors, surcapacité de production pour les uns, compétitivité pour les autres. Je vous demande à vous, l'ancien patron de Renault et expert dans ces questions-là, au fond, puisqu'après tout, Renault ne se portait pas si mal quand vous étiez à sa tête. Quel est le problème de l'industrie française, au sens quel est le mal de l'industrie automobile française par rapport, par exemple, à nos voisins allemands? Louis Schweitzer. D'abord, il faut rappeler que la France est le seul pays avec l'Allemagne à avoir plus d'un constructeur automobile. La France a 2 grandes firmes automobiles. Donc, c'est une situation qui est assez remarquable et dans beaucoup d'autres pays, il n'y a plus de constructeurs automobiles. Ces 2 constructeurs se heurtent au fait que le premier marché automobile pour eux, qui est l'Europe et notamment la France, est un marché qui décline depuis plusieurs années. Pour donner un chiffre, la production de Renault en France, depuis 7 ans, a été divisée par 2. Alors, qu'ont fait ces constructeurs? Ils ont cherché des marchés là où il y avait de plus en plus de clients. Et ils ont raison. C'est ce qu'a fait Renault. Et je crois que, au fond, tout constructeur doit devenir aujourd'hui un constructeur mondial. Il est très difficile d'être un constructeur purement régional, parce qu'on est vulnérable, parce que d'autres vous attaquent. Donc, il faut prendre en compte le fait que le marché automobile est un marché mondial et que la croissance a lieu en dehors d'Europe avant d'avoir lieu en Europe. Donc les marchés dont vous parlez, c'est quoi? C'est par exemple les marchés des pays émergents? C'est d'abord des grands marchés de développés, les États-Unis, l'Asie. Il faut rappeler que le premier marché du monde, c'est la Chine aujourd'hui. Il y a 15-20 ans, c'était aussi grand que les Pays-Bas, la Chine, en termes automobiles. Vous voyez le changement d'échelle. Et donc, première dimension, mondialisation. Seconde dimension, c'est que le marché européen est le marché le plus concurrentiel du monde. Il y a des marchés qui sont protégés, qui sont fermés par des règles, des barrières. Le marché européen est un marché ouvert à toutes les concurrences. Et donc, c'est le marché le plus compétitif et le plus difficile du monde. Ce qui nous ramène à l'autre point que vous évoquez. C'est-à-dire que sur ces marchés, il faut être compétitif. Alors, franchement, je crois que les ouvriers, la main-d'œuvre française, les ingénieurs français sont aussi bons qu'aucun de leurs concurrents mondiaux, disons-le.
que les salaires des ouvriers de l'automobile française ne sont pas plus élevés que les salaires des ouvriers de l'industrie automobile allemande ou suédoise. Alors, quels sont les problèmes? C'est important ce que vous dites là, parce que le cliché est tenace, entre autres, quand on évoque ces questions. On dit, oui, le coût du travail en France est beaucoup trop cher, les ouvriers sont trop payés. Il y a une différence entre le coût du travail et le salaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit prendre en compte effectivement le fait que l'industrie automobile est cyclique. Elle est cyclique de beaucoup de façons. On a parlé de la conjoncture. Bon, quand elle est mauvaise, l'automobile souffre plus que d'autres industries. Parce qu'au fond, quand ça va mal, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, j'avais envie de m'acheter une auto parce que cette envie est très profonde, mais je vais attendre 3 mois, 6 mois. Imaginez que tous les Français attendent 3 mois pour acheter leur automobile, de plus, ça fait 25% en moins sur le marché. Mais les industriels, ça ne le prévoit pas. C'est du coup dû à ça, la fameuse surproduction qu'on évoque. Si on savait prévoir l'avenir, on serait très bon. Sur le marché de 2012, pour prendre un exemple, tout le monde s'est trompé, on croyait que le marché serait beaucoup plus élevé qu'il n'est. Donc, l'imprévisibilité s'ajoute au cyclique. Et donc, il faut de la flexibilité. Alors, la flexibilité, on peut le faire de 2 façons. Recruter des intérimaires, des CDD, et puis les faire partir. On peut aussi faire des systèmes qui fassent que les heures et les journées de travail aient lieu au moment où la demande est forte, et puis qu'on puisse les réduire au moment où la demande est faible. Et là, les Allemands ont sur nous un avantage. Il y a des mécanismes de chômage partiel en Allemagne, en Italie aussi d'ailleurs, plus performants qu'en France. Et je crois que le premier sujet pour l'industrie automobile, c'est d'améliorer cette flexibilité. Et là, on a un modèle allemand qui est extraordinairement utile. Le second point, quand on réfléchit au coût du travail, c'est de se dire, au fond, est-ce que toutes les charges qui pèsent sur le travail, on ne peut pas leur trouver une autre assiette que le travail, de façon à écarter, à diminuer l'écart de coût qu'on évoquait entre le salaire que touche l'ouvrier ou le travailleur ou l'ingénieur et le coût pour l'entreprise. Mais je voudrais quand même dire une dernière chose, parce que c'est important. Je le redis, les constructeurs français, ils ont leur cœur en France. Et on ne déplace pas le cœur d'un constructeur. Même si on va faire des voitures à Tanger ou en Roumanie. Vous savez, les voitures, c'est pas un objet facile à transporter, et donc on a intérêt à fabriquer les voitures près du lieu de consommation. C'est-à-dire, si vous faites des voitures pour l'Europe, allez faire en Europe. Si vous faites des voitures pour la Chine, allez faire en Chine. Si vous faites des voitures pour le Brésil, allez faire au Brésil. Donc ça, c'est une règle absolue. Mais alors, cela dit, comment expliquez-vous, Louis Schweitzer, que alors qu'hier, par exemple, Carlos Ghosn, votre successeur chez Renault, annonce que au fond, il y aura inévitablement sans doute des plans sociaux, enfin qu'on ne pourra pas garder. Il me semble qu'il a dit le contraire. Il n'a pas l'air très confiant, non, sur la situation, sur l'avenir des questions. Il dit qu'il faut traiter les problèmes de compétitivité, mais si j'ai bien lu cette interview, il n'annonce ni fermeture de site ni plans sociaux. Enfin, en tout cas, il dit vous ne pouvez pas vous engager à préserver à tout prix les emplois si cela met en péril l'entreprise. C'est clair. Il dit aussi que j'ai sous les yeux l'article. Oui, moi aussi, je l'ai soigneusement lu, vous imaginez. Bien. Et il dit aussi que Renault n'est pas en péril. Mais ce n'est pas une raison, parce qu'on n'est pas en péril, de ne pas traiter les problèmes. Si on attend que tout aille au plus mal pour traiter les problèmes... Oui. Alors, mais comment expliquez-vous que dans le même temps, on voit la page ce matin dans les Échos qui annonce par exemple qu'en Allemagne, BMW va embaucher? Bon, ce que BMW va faire, c'est qu'ils vont transformer des intérimaires en CDI. Et il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont un mécanisme où on paye beaucoup moins les intérimaires que les CDI. Alors qu'en France, vous le savez, la règle sociale qui me paraît juste, c'est que vous êtes CDD, CD, intérimaire ou CDI, vous avez le même salaire pour le même travail. C'est pas la règle en Allemagne. Et donc, il y a une vraie différence. Alors, Jérémy Macchia, vous avez fait le tour complet, vous, du salon. Oui. Et sur cette question de la crise, est-ce que vous la voyez dans le salon ou pas? La crise se voit peu dans le salon, parce que le salon, effectivement, comme vous l'avez dit très justement, c'est une parenthèse enchantée, avec des paillettes, des lumières, des voitures brillantes qui brillent par leur carrosserie et par leur caractère nouveau. C'est un lieu de rêve, et les constructeurs, bien sûr, s'acharnent, avec raison, à sauvegarder cet espace et ce moment de rêve. Je voudrais revenir sur ces difficultés de la France versus l'Allemagne, effectivement. Il y a en France un mouvement de désindustrialisation qui est général, dans lequel s'inscrit la moindre production du secteur automobile en France. France qui est passée
en 10 ans du 4e rang mondial au 10e rang mondial de la fabrication d'automobiles sur son territoire. 4e rang, 10e rang aujourd'hui. La France a perdu en 10 ans 1,3 million de voitures construites sur son territoire. Ça correspond à peu près à 120 000 emplois qui ont été détruits, qui ont disparu. Alors, on parlait, et Louis Schweitzer le disait à l'instant, de ce qui peut être la cause en termes mécaniques, de mécanique de construction, c'est-à-dire, par mécanique, j'entends le mode de construction, la flexibilité au travail. Effectivement, c'est un levier sur lequel on peut jouer, mais quand on reprend la comparaison avec les constructeurs allemands, c'est sûr qu'il y a eu un investissement en Allemagne sur le haut de gamme, sur la recherche technologique, en étroite cohésion avec les équipementiers locaux. En France, on joue un peu plus à domicile et avec un petit complexe sans doute d'infériorité. En tout cas, les constructeurs n'ont ni l'ambition ni la texture des constructeurs allemands. Louis Schweitzer. Bon, quand on parle des constructeurs allemands, il faut quand même distinguer les constructeurs spécialistes du haut de gamme, il y en a 3. C'est exact. Et les généralistes, et on voit que Opel et Ford, qui sont d'abord allemands en Europe, ne vont pas vraiment mieux que les constructeurs français en Europe. En tout cas, ils pour vont Opel. plutôt moins bien que les constructeurs français en Europe. Et puis c'est une question que je pose au fond à quelqu'un qui peut-être parfois a pu être schizophrène. Vous, Louis Schweitzer, haut fonctionnaire d'un côté, PDG de Renault de l'autre, entre guillemets, grand patron et commis de l'État. Est-ce que l'État, en l'occurrence parfois, dont on réclame l'arbitrage constant en France, parfois ne complique pas tout. Quand on lit bien les Échos d'aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que l'accord qui s'est fait entre syndicats et BMW pour cette embauche de nouveaux salariés, employés, elle s'est faite au fond sans la médiation de l'État. Ça me paraît pas tout à fait juste. D'abord, je voudrais dire que dans les 13 ans où j'ai été patron de Renault, l'État ne m'a jamais empêché de faire ce que j'estimais utile et nécessaire à l'entreprise. Bon, alors même que l'État, pendant une partie de ce temps, était l'actionnaire de Renault. Deuxième point, vous dites l'État intervient beaucoup. Je me souviens qu'en France, on cite à tout moment les réformes Schröder. Schröder était le chancelier allemand, donc le patron du gouvernement allemand. Et que les constructeurs aujourd'hui se tournent vers le gouvernement, vers l'État, pour lui demander justement d'aider à mettre en œuvre des réformes qui améliorent la flexibilité, la compétitivité du travail en France. Donc, on ne fait pas sans l'État. En revanche, il faut, et c'est important, une confiance qui existe entre les représentants du personnel et les constructeurs. C'est-à-dire qu'en Allemagne, au fond, les salariés, les représentants des syndicats, sont convaincus qu'il y a une volonté partagée des constructeurs et d'eux-mêmes d'assurer l'avenir de la base de production allemande. Et parce que les syndicats allemands sont forts. Vous savez, je crois que c'est pas le sujet principal. Les syndicats français ne sont pas si faibles que ça. Quand il y a des élections, dans les comités d'entreprise, on voit les gens voter. Et ils votent pour les listes syndicales. Donc, il ne faut pas mesurer les syndicalismes uniquement d'après le nombre d'adhérents. Et Louis Schweitzer, est-ce qu'au fond, cette situation, pour terminer la première partie, vous chagrine un peu, et en dehors de toute considération de flexibilité, coût du travail et autres paramètres, vous vous dites qu'on a manqué de faire tout simplement, je sais pas, chez Peugeot ou chez Renault, des modèles chouettes qui marchent, quoi. Après tout, vous êtes le père de la Twingo, succès absolu, du Scénic, celui qui a initié le succès de Dacia. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas eu l'idée derrière vous pour que ça marche aussi bien. Non. Vous pouvez pas me répondre, évidemment, mais je tente le coup. Tous les constructeurs, moi, je dis, il n'y a pas de politique sans risque, il y a des politiques sans chance. Et donc, il faut prendre des risques sur les nouveaux modèles. Si vous essayez de copier les autres, vous êtes sûr de perdre. Donc, il faut prendre des risques. 8h16, l'invité des Matins de France Culture, Louis Schweitzer, ancien patron de Renault aujourd'hui, patron de France Initiative. Il est notre invité à l'occasion de l'ouverture au public demain du Mondial de l'Automobile qui sera inauguré ce soir par le président de la République. Nous sommes en compagnie, comme chaque vendredi, de Daniel Salnave, aujourd'hui de Jean-Rémy Macchia, le grand spécialiste automobile de Radio France, et bien sûr, comme chaque jour, de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Changement d'époque. Ben oui, parce que on l'a déjà dit ici plusieurs fois, mais je vais le répéter, ce qu'on appelle la crise, c'est essentiellement un changement d'époque. Un mouvement des plaques tectoniques, économiques, politiques,
culturelle, nous passons d'un monde dominé par les pays anciennement industrialisés du Nord à un autre monde où l'essentiel de la croissance mondiale est généré par les pays émergents. Et l'industrie automobile dont nous parlons ce matin en offre une illustration parfaite. L'an dernier, pour la première fois dans la longue histoire de l'automobile, la production de véhicules légers des pays émergents a été égale à celle des vieux pays industriels. 38 millions chez eux, 38 millions chez nous. Normal, c'est aussi que la Chine est devenue le premier marché de la planète, devant les États-Unis, dans l'automobile, et bien sûr le ciseau va s'ouvrir au bénéfice des émergents qui s'équipent en voiture et qu'il faut fournir sur place, tandis que les ventes chez nous baissent inexorablement. Cette année, les immatriculations de voitures neuves vont reculer de 6 à 8% pour l'Europe entière et de 11 à 13% en France. Car notre pays, dont les ménages voient leurs revenus fondre, est l'un des plus touchés par cette érosion continue. Notre production est passée de 3 200 000 voitures en 2004 à 2 millions l'an dernier. Et pourtant, nos constructeurs sont en surcapacité. La crise de l'automobile française a un symbole, la fermeture de l'usine d'Aunay par Peugeot, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Tout métier confondu des constructeurs aux sous-traitants, c'est 115 000 emplois qui ont été perdus en 8 ans par l'ensemble de la filière. Un drame à petite vitesse, longtemps passé inaperçu. Alors, est-ce une fatalité ? Eh bien, manifestement pas, puisque l'industrie automobile américaine, restructurée par Brian Deese, nommée par Obama, a réussi, elle, sa restructuration. Après la terrible crise des années 2008-2010, les Big Three, Ford, Chrysler, General Motors, sont repartis à l'assaut des highways, mais il a fallu tailler dans les surcapacités, coordonner les fermetures d'usines, aider financièrement le secteur avec de l'argent public. Alors d'où vient notre problème à nous Européens, à nous Français en particulier ? Eh bien d'abord, il y a une question de marge. 60% des marques qui vendent sur le continent européen n'y font aucun profit, d'après une étude du Crédit Suisse relayée par le Figaro, et plusieurs même perdent de l'argent, beaucoup d'argent, dont Peugeot, Citroën et Renault. Tout le monde a les yeux fixés sur Peugeot à cause de l'affaire Daunay, mais si Renault semble échapper à la malédiction, c'est parce que la firme ne produit plus que 23% de ses voitures en France, alors que Peugeot en est encore à 44%. La situation est tenable pour Renault qui gagne de l'argent en Europe centrale et dans les émergents, avec sa sous-marque Dacia, ses Logan et ses Sandero, mais pour combien de temps ? L'été dernier, on s'en souvient, Arnaud Montebourg a annoncé le lancement d'un plan automobile destiné en particulier à financer des investissements d'avenir. Un commissariat général à l'investissement, piloté par Louis Gallois, a été doté de 750 millions d'euros. L'expérience s'avère peu concluante. Les constructeurs continuent à jouer la concurrence entre eux plutôt que la solidarité. Mais il y a surtout la question des coûts globaux de production que nous ne saurions voir parce que la question est impopulaire. Si la compétitivité des constructeurs nationaux est très médiocre, contrairement à celle des constructeurs allemands, ce n'est pas seulement parce que leur stratégie marketing est meilleure, que chez eux existe une vraie solidarité entre constructeurs et sous-traitants, mais parce que les charges sociales ont eu tendance chez eux à stagner, tandis qu'elles s'envolent chez nous. C'est parce qu'ils bénéficient d'une flexibilité devant laquelle nous renâclons. Alors, continuons à reculer pour mieux sauter. Merci Brice Couturier, votre chronique à retrouver sur franceculture.fr. Reculons pour mieux sauter, Louis Schweitzer. Je crois qu'il faut progresser. On ne peut pas comparer la situation des constructeurs européens à celle des constructeurs américains il y a 5 ans. Les États-Unis, c'était un marché d'oligopole, les constructeurs s'entendaient entre eux, comme vous dites, et donc le consommateur, lui, subissait cette entente des constructeurs. Et puis, franchement, disons-le, les voitures américaines étaient techniquement, à beaucoup d'égards, dépassées. Donc, il y avait un double problème, le produit et la compétitivité économique. Ça a été remarquablement redressé grâce au gouvernement américain, vous l'avez noté. En Europe, et notamment en France, on fait de très bonnes voitures, mais vous avez souligné, c'est le marché le plus difficile du monde. C'est le marché où la concurrence est la plus vive. Tant mieux pour les consommateurs qui bénéficient de prix plus bas pour les mêmes voitures que partout ailleurs. Alors, je ne crois pas qu'il faille souhaiter une solidarité des constructeurs entre eux. C'est le contraire de l'économie de marché. En revanche, vous avez souligné un point essentiel. C'est la solidarité nécessaire de la filière automobile. Les constructeurs ont besoin de fournisseurs, de sous-traitants, et il faut qu'il y ait une solidarité au sein de ça. Et c'est ça qui fait... Ça se traduit comment ? En France, on vient de décider de créer ce qu'on a appelé une plateforme automobile qui est présidée par M. Rollier, l'ancien patron de Michelin, et
que François Hollande va rencontrer cet après-midi. Les représentants de cela. C'est-à-dire qu'il ne va pas voir que les constructeurs, il va voir les constructeurs, les sous-traitants de premier rang et les représentants des sous-traitants de second rang. Donc, constituer une vraie filière automobile. Et je pense que là, nous avons des leçons à apprendre des Allemands et des Japonais pour avoir une industrie plus efficace. Jean-Rémy Macquer ? Oui, je propose une petite synthèse pour bien comprendre. On a un double problème en France, à la fois effectivement de surcapacité, puisque nous n'arrivons pas à écouler les productions des usines, ce qui est le lot effectivement de toutes les marques européennes qui ne sont pas premium, qui ne sont pas haut de gamme, c'est-à-dire que hormis BMW, Audi, Mercedes et Volkswagen, qui est pourtant un constructeur généraliste, tous les autres constructeurs européens, Fiat, Opel, Ford dans une moindre mesure, et les deux groupes français ont des problèmes. Il faut bien voir une chose, il y a eu une forte ambition de qualité du produit, de sa définition, une très forte ambition haut de gamme de la part des constructeurs allemands haut de gamme que je citais, et cela a permis de forger une image de marque très très forte et d'arriver à vendre en quantité impressionnante des voitures elles-mêmes très ambitieuses. Voitures sur lesquelles les marges bénéficiaires sont importantes. Aujourd'hui, les constructeurs allemands arrivent à écouler, y compris sur les marchés émergents, qui deviennent parfois, pour certains modèles très haut de gamme, leur premier débouché, des voitures très très chères, sur lesquelles les marges sont énormes, ce qui permet d'investir les investissements consentis. Et les investissements très importants. Cela, c'est une politique de longue haleine, ça ne s'improvise pas au dernier moment. C'est vrai que c'est adossé à une très très bonne entente technique et entente presque financière entre les constructeurs allemands et leurs fournisseurs, avec lesquels il y a de la coopération et une conception partagée. Ce n'est pas le cas en France, malheureusement. Mais il faut voir Audi, une image de marque formidable, partie de rien il y a à peine plus de 30 ans. Mais c'est quand même 30 ans de travail, de longue haleine. C'est ce que les constructeurs français, malheureusement, n'ont pas su faire. Ça vous fait sourire, Louis Schweitzer ? Non, parce que je me souviens que quand j'allais visiter les gens de Mercedes, il y a 15 ans, ils disaient BMW, c'est pas la même catégorie que nous, ils n'y arriveront jamais. Et les gens de BMW disaient Audi n'existe pas. Il n'existe pas, c'est des farceurs. Drôle de farceurs. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, notamment qu'il faudrait peut-être que les constructeurs et leurs sous-traitants s'entendent bien, déjà, on n'a pas bien saisi au fond, et c'est ce qu'on aimerait soulever aussi avec vous, et peut-être que vous nous disiez, vous, quelle serait votre stratégie à vous, Louis Schweitzer. La petite équipe des matins s'est promenée hier dans le mondial de l'automobile. Il n'en était d'ailleurs pas, je crois, mécontent de faire ce petit voyage. Et voici qu'ils ont rencontré tantôt Peugeot, tantôt Renault. Tout d'abord, donc, chez Peugeot, la volonté de monter en gamme est clairement mise en avant, avec notamment la présentation de la très chic 208 XY, vendue comme une voiture raffinée. Écoutez donc Marc Bocquet, responsable des relations extérieures mondiales de Peugeot, qui explique la stratégie Peugeot au micro de Christophe Paillet. D'un côté, nous avons une base industrielle forte en France, le groupe PSA Peugeot. En même temps, il faut que nous nous développions à l'international. Et pour pouvoir maintenir cette base industrielle forte en France, nous devons réaliser une montée en gamme progressive de nos produits. Ceci est nécessaire parce que la base de coût, le coût du travail en France est assez élevé, il n'est pas compétitif à l'échelle internationale et la seule manière de pouvoir le supporter dans le cadre de la compétition internationale, c'est précisément de faire une montée en gamme qui permet d'avoir des véhicules à plus forte marge. Et voici que du côté de chez Renault, Renault enfin, je vous souris à nouveau, Louis Schweitzer, on met en avant complètement autre chose. Zoé, la nouvelle voiture électrique de la marque Losange, la nouvelle Clio, tous les modèles de Dacia dans un nouveau qui vient de sortir, le modèle low cost de Renault qui est à l'honneur, bref, des petites voitures avec un objectif poursuivi depuis 60 ans, dit-on chez Renault, de rendre la voiture accessible au plus grand nombre. Écoutez donc Stephen Norman, directeur marketing du groupe Renault. Il explique cette fois la stratégie du groupe au micro de Tanguy Bloom. Notre credo est vraiment la démocratisation de l'excellence. Donc, je ne dirais pas que la crise économique actuelle nous dévie de notre trajectoire, qui est notre trajectoire, je répète, depuis une soixantaine d'années. Le fait qu'aujourd'hui, vous ne voyez sur le stand que la Renault Zoé et la nouvelle Renault Clio est drivé par notre besoin de montrer très clairement, sévèrement, dans la stratégie de la société, mais ce n'est pas du tout une stratégie qui exclut les voitures de moyenne taille, encore moins les monospaces ou les hauts de gamme. Et voilà. Alors, quelle est la bonne stratégie pour l'automobile française avec ces deux exemples diamétralement opposés, Louis Schweitzer ? Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait
une stratégie. Chaque constructeur doit avoir sa stratégie et puis aller avec ses gènes. Les constructeurs, ils ont des gènes. Ils sont bons pour certaines choses et moins bons pour d'autres. Cela dit, quand même, je voudrais souligner que l'inventeur du haut de gamme à tous les niveaux, ça a été Renault avec la Baccarat. Vous vous souvenez peut-être des Clio Baccarat, des Renault 5 Baccarat même. C'était cette idée du haut de gamme à tous les niveaux. L'idée que le haut de gamme, ce n'est pas seulement pour les gens qui ont des grosses voitures qui consomment beaucoup. Qui a été remplacé après par la gamme initiale. Absolument. Donc, avec le cuir. Il y a au fond plusieurs hauts de gamme. Il y a le haut de gamme de la grosse voiture, et puis il y a le haut de gamme de la voiture cossue, confortable, luxueuse, à toutes les tailles. Mais enfin, Renault n'a pas l'image haut de gamme d'un constructeur premium allemand, entendons-nous bien. C'est clair. Je ne parle pas des 3 premium traditionnels allemands qui ont leur position à eux et qui, reconnaissons-le, font des volumes dans le monde entier qui font qu'ils sont très difficiles à atteindre. Si on avait 30 ans, peut-être. Oui, Jean-Rémy. Oui, exactement. Et là-dessus, je voudrais rebondir. C'est très important. Quand on voit un objet automobile comme une Audi A4, une berline familiale, ou une BMW série 3, ou une Mercedes classe C. Il faudrait qu'on ait d'ailleurs les prix un petit peu aussi. On a l'impression, effectivement, on va y venir. On va le souligner. Oui, c'est 30%, 40% plus cher qu'un prix de base d'une voiture française équivalente. Je pense au 508, au Citroën C5 ou au Renault Laguna. 30-40% plus cher. On est à 30 000 euros, grosso modo. Oui, à peu près. 28, en prix de base. Voilà, tout à fait. Ces voitures-là, elles se dégagent l'impression d'une rareté, d'une exclusivité. Et pourtant, leur réalité en termes de production, c'est quoi? C'est que, comme elles sont vendues dans tous les pays du monde, sur tous les marchés du monde, y compris outre-Atlantique aux États-Unis, y compris en Chine, y compris plus ponctuellement, mais quand même au Japon, plus marginalement, ces voitures-là sont construites 3 fois plus que les mêmes modèles concurrents des constructeurs généralistes qui donc se nomment Renault Laguna, Peugeot 508, Citroën C5. C'est-à-dire que les Allemands se sont donnés, par la qualité de leur image de marque adossée à une vraie volonté et une ambition d'aller toujours plus loin, ils se donnent les moyens de construire beaucoup plus, des voitures plus chères qui rapportent plus d'argent que les constructeurs généralistes. Dois-je entendre dans votre question quelque chose qui serait très désobligeant pour l'ancien patron de Renault, c'est que donc lui n'a jamais eu cette ambition-là, de la qualité, du choix, de l'exceptionnalité, les Louis Schweitzer. Il ne suffit pas d'avoir une volonté de haut de gamme, il faut le faire. Louis Schweitzer. J'ai eu, et Renault a, et Renault réussit, l'ambition de la qualité, il n'y a pas de doute. L'ambition du toujours plus cher n'est pas l'ambition de Renault. Et il faut rappeler que ces constructeurs haut de gamme, qui ont un rôle important, ils représentent beaucoup moins de 5 millions de voitures sur les 76 millions de voitures construites dans le monde. Donc, ils ont leur espace. Il reste les 71 millions d'autres, c'est-à-dire plus de 90% du marché. Est-ce que vous pourriez nous dire, au fond, Louis Schweitzer, la différence et comment on se rend compte après que quelque chose peut marcher ou n'a pas marché? Vous avez connu beaucoup de succès, puis aussi, au fond, quelques échecs. On peut dire que, par exemple, alors le succès au niveau de la production et l'invention d'une voiture comme la Twingo a été total. Comment avez-vous eu l'idée, par exemple, justement, d'imaginer dans cette gamme-là une voiture qui en a fait rêver, mais qui pourtant n'avait pas quelque chose qui avait trait au cossu et autres. Et puis ensuite, je voudrais qu'on parle, par exemple, vous disiez il faut penser mondial. Vous les avez pensé mondial en voulant faire un jour un rapprochement très important Renault, Volvo, qui pour la voiture n'a pas fonctionné, alors qu'il a fonctionné plus tard entre Volvo et Nissan. Entre Renault et Nissan. Entre Renault et Nissan, pardon. Qu'est-ce qui n'a... Voilà, c'est un paquet global de questions. Beaucoup de questions. D'abord, la Twingo, j'ai bénéficié de son succès, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon prédécesseur, et donc je ne veux pas me parer des plumes du pan. Ce que j'ai fait, c'est la Scénic. Mais c'est la même chose. Gros succès, la Scénic. Très gros succès. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la Scénic, les spécialistes du marketing, vous savez, les gens qui font les prévisions commerciales, nous disaient, si tout va bien, vous en vendrez 300 par jour. On en a vendu 1800 par jour tout de suite. Jusqu'à 1800. 1800 par jour pendant pas mal d'années. Et non, ce que je veux dire, c'est que c'est un exercice où la prévision est extraordinairement difficile. Et justement, la prévision de ce qui est nouveau, de ce qui est différent, est encore plus difficile. Les prévisions de vente de la Logan, je ne vous raconte pas ce que nous disaient nos gens. Donc, ah bah si, dites-le, c'était quoi? Je me suis mis une fois dans une grande colère parce qu'ils m'ont dit, vous ne ferez pas plus de 80 000 voitures par an. Là, on est par an, on est à 1 million. Donc, c'est quand même une petite erreur d'échelle. Donc, la prévision est très difficile et il faut l'accepter. Ça veut dire que quelquefois, on se trompe dans l'autre sens. Je veux dire, on ne gagne pas à tous les coups. Alors, vous avez posé d'autres questions sur les alliances stratégiques. Ça, c'est autre chose. Vous avez voulu penser mondial, comme vous disiez, et vous vous êtes dit un jour, Renault-Volvo. Je me suis dit,
D'abord, on n'était pas très bon dans le haut de gamme, donc il y avait l'idée de se rapprocher de Volvo. Et puis nous avions une société de camions, Renault VI, qui n'avait pas la bonne taille. Et donc, l'idée de rapprocher Volvo faisait du sens. Volvo était trop petit dans l'automobile, nous étions trop petits dans le camion, donc on rapprochait les deux, on avait la taille dans l'auto et dans le camion. Ce qu'on avait ignoré, je ne vais pas refaire l'histoire, c'est l'étendue des différences culturelles entre la Suède et le Japon et le patriotisme d'entreprise. Au fond, on a voulu fusionner des gens qui se sentaient très différents les uns des autres. C'est comme si on avait... Entre la Suède et la France. Entre la Suède et la France. J'ai appris depuis que la distance culturelle entre la Suède et la France est la même qu'entre le Japon et la France. Bon, alors on va discuter de ça. Mais quand nous avons fait Renault-Nissan, nous avons justement tiré parti de nos erreurs ou de notre absence de vision sur la différence Renault-Volvo. Et donc on a dit, le problème n'est pas d'avoir raison, parce que depuis, le camion Renault a rejoint Volvo, et l'auto Volvo a été vendue d'abord à Ford, puis à des Chinois. Donc l'analyse stratégique, on avait raison. Mais la réalité culturelle, on l'a ignorée. Et donc, quand on s'est rapproché de Nissan, on a dit, on ne va pas faire une société fusionnée, on va faire une alliance. Parce que les gens de Renault, ils aiment Renault, les gens de Nissan, ils aiment Nissan. Ils sont prêts à se rapprocher si ça renforce chacune des deux marques. Ils n'ont pas envie de perdre leur identité. Ils n'ont pas envie, les Français, de devenir japonais réciproquement. Leur loyauté, elle est à leur firme. Et donc, il faut que les firmes cèdent. Et l'alliance, c'est bien ça. Les gens de Nissan travaillent pour Nissan, les gens de Renault travaillent pour Renault, et ensemble, ils font que les deux réussissent mieux. C'est très différent d'une fusion, et les exemples de fusion ratées, Daimler-Chrysler, il y en a en paquet. Jean-Rémy Macchia. Louis Schweizer, j'aime beaucoup votre terminologie, votre optique très affective de voir les choses, la loyauté à leur firme, parlant des collaborateurs d'une entreprise. Vous avez parlé précédemment d'un constructeur qui est attaché par le cœur à son pays. N'empêche qu'on n'est pas tout à fait au pays des bisounours quand on est dans l'univers industriel, celui de la concurrence et de la finance et de la rémunération financière. On a des chiffres, des données... Quand Dacia, donc, qui est une émanation de Renault et qui est la filiale 100% Renault, low cost de Renault, Dacia doit son succès au fait que la conception est moins chère, que la banque d'organes techniques avec lesquels les Dacia sont fabriqués provient à 100% de Renault et qu'il y a peu de coûts de développement, quasiment pas de coûts de développement pour ces voitures, et surtout qu'elles sont quand même fabriquées dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. On est à 30 € de l'heure, toute charge comprise, pour la main-d'œuvre en France, c'est la Roumanie, 6 € en Roumanie, 6 € en Roumanie, Mmh. et maintenant que Dacia a une usine à Tanger, au Maroc, c'est à 4 € de l'heure. Louis Schweizer. Bon, il faut rappeler que quand nous sommes allés en Roumanie, les salaires roumains étaient 2 fois plus faibles. C'est-à-dire que grâce à Renault, grâce à Dacia, la Roumanie, qui n'avait aucune industrie viable, est maintenant devenue un pays industriel. Et je pense que si la Roumanie peut s'intégrer à l'Europe, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont aujourd'hui une existence industrielle. Ils sont entrés par Dacia dans la modernité. Brice Couturier. Alors justement sur l'affaire Dacia, vous avez qualifié une fois dans une interview dans l'usine Nouvelle Dacia de marque Frankenstein, parce que vous dites c'est une voiture qui assemble des pièces existantes, donc effectivement on n'a pas besoin, ce que disait Macchia à l'instant, on n'a pas besoin de les développer parce qu'elles existent trop, elles n'existent pas, elles existent déjà, donc c'est pas cher. Mais est-ce que cette voiture Frankenstein ne risque pas de devenir un jour une voiture Dracula? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir Renault phagocyté par sa seconde marque? Bref. On le voit quand même dans les marchés d'Europe centrale, de plus en plus c'est Dacia qui prend la part. Et même en France, les gens qui ont envie de voitures bon marché se dirigent vers Dacia. Est-ce que ça risque pas de nuire à Renault à la longue? Et c'est vous qui êtes à l'origine de Dacia. En tout cas, on a une idée pour faire un modèle Carpath. Hein. Non, mais bon, j'ai employé l'expression de Frankenstein. C'était un de nos critiques britanniques qui disait cette voiture épouvantable qui ne réussira jamais, c'est Frankenstein, le monstre. Bon, ça a assez bien réussi. Je ne pense pas que Dacia nuise à Renault. Et encore aujourd'hui, on voit que les clients n'hésitent pas entre Dacia et Renault. Ils hésitent entre Dacia et une voiture d'occasion. Et donc, dans les pays occidentaux, ce n'est pas le concurrent de Renault. Et je dis franchement, si Renault va un peu mieux que PSA aujourd'hui, c'est grâce d'une part à Dacia, d'autre part à l'alliance avec Nissan. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse dire Renault souffre de Dacia. Je pense qu'il y a effectivement, Carlos Ghosn le souligne, 3 pieds dans... Il y a le low cost, qui est très profitable, le haut de gamme traditionnel, Bon, c'est ce qu'on appelle l'effet sablier. Oui, enfin, quand même, les classes moyennes se sont
elles sont quand même plus nombreuses que les très très riches et les très pauvres en France, grâce au ciel. Mais pourquoi cette personne ne s'intéresse à faire une voiture pour les classes moyennes? Mais nous faisons que des voitures, si je puis dire. Toutes les voitures Renault sont d'abord des voitures de classe moyenne. Il se trouve simplement que c'est un marché où tout le monde est. La force que nous avons avec quelques modèles, Scénic, avec Dacia, c'est que nous n'avons pas de concurrence. Nous avons une idée que personne d'autre n'a mise en œuvre. Et quand vous avez cela, ça vous donne une force incomparable. Jean-Rémy Macquart. Alors oui, effectivement, que Dacia soit contributeur au profit de Renault à l'heure actuelle, c'est vrai. Ce pourrait n'être que transitoire parce qu'à terme, certains ont dit que Dacia pouvait être le fossoyeur de Renault. Les Dacia, en termes de prestations, se rapprochent des qualités de Renault et c'est seulement le design, l'enveloppe extérieure, enfin principalement, ce qui est perceptible visuellement de l'extérieur qu'on voit moins quand on est assis dans la voiture qui est différent. Est-ce une raison pour un design, une enveloppe extérieure, de dépenser jusqu'à 2 fois plus cher pour une Renault par rapport à une Dacia? C'est vrai que l'écart est quand même très important et qu'à terme, ça peut poser problème. Surtout que question design, c'est de mieux en mieux, Dacia. Et c'est quand même de moins en moins moche. Et personne... non, il n'est pas gentil. Il n'est pas là pour être gentil. C'est un journaliste automobile. Louis Schetzer. Non, il y a des différences structurelles. Je veux dire, par exemple, une Dacia, à 130 à l'heure sur autoroute, elle est un peu plus bruyante qu'une Renault. Elle est 3 étoiles en sécurité. Moins bonne en crash test. Oui. Bon, donc il y a des différences. Je veux dire, il n'y a pas de miracle. Simplement, de même que dans le produit alimentaire, vous pouvez avoir des produits extraordinairement chers et des produits moins chers. Et il faut couvrir tous les besoins, toute la demande. C'est une sorte d'évidence dans tous les domaines. Vous avez Dior et vous avez H&M. J'ai vu l'œil à votre mention de Dior s'allumer chez Daniel Salnave. Alors on disait la parenthèse enchantée de ce salon de l'auto, on ne parle que de crise. Allez, on va essayer tout de même de voir comment finalement, et Daniel, peut-être aurez-vous... Vous avez votre permis, Daniel, si je puis me permettre cette question depuis indiscrète. Tellement longtemps que j'ose à peine le et dire. Vous avez une voiture? Oui, j'ai toujours eu une voiture. On peut savoir ce que c'est? Non, j'alterne. Oui. Tantôt française, tantôt étrangère. Tantôt alors, écoutez, un patriotisme total, tantôt les éclipses. Comme on a beaucoup parlé de Renault et que nous ne voulons pas être accusés de parler que de Renault, il y a bien une voiture ou deux encore qui font rêver ou en tout cas qui suscitent de l'émoi, comme chez Christophe Payet et Tanguy Bloom à ce salon de l'auto. C'est sur le stand Peugeot, où la vraie star est en fait une voiture qui ressemble plus à la Batmobile de Batman qu'à autre chose, que l'on appelle l'Onyx. C'est une voiture de science-fiction. Écoutez donc Marc Bocquet, responsable des relations extérieures mondiales de Peugeot, au micro de Christophe Payet. Nous avons fait beaucoup d'explorations à la fois sur l'extérieur et l'intérieur de la voiture. Sur l'extérieur, vous pouvez remarquer qu'il y a du cuivre. Il y a également, bien sûr, de la fibre de carbone pour l'allègement. Et sur l'intérieur, nous avons utilisé du feutre et puis également du cristal. Parce que le réservoir à carburant et également un réservoir à parfum qui sont associés, sont faits en cristal. Donc une voiture qui fait presque 700 chevaux. En quelque sorte, c'est la dimension de rêve de la marque. Ici, vous êtes dans la partie émotionnelle, dans la partie stylistique, dans la partie technologique et en effet, dans une vision très haut de gamme de l'automobile. L'industrie automobile est une industrie qui, contrairement à ce qu'un certain parisianisme ambiant laisserait entendre, fait encore rêver énormément de gens en France et surtout ailleurs dans le monde. Voilà, on ne dit pas si la cape est fournie en option, tandis que Christophe Payet était en extase devant le stand Peugeot. Tanguy Bloom, lui, était gaga sur celui de Porsche. Il y a le côté esthétique. Porsche, par exemple, c'est d'abord une voiture très belle à regarder, un design très suggestif, très intemporel, très lisse. Donc ça, c'est une dimension importante. Maintenant, l'automobile, c'est un peu le prolongement de soi. Donc on exprime sa personnalité, on exprime ses goûts avec son automobile, toujours aujourd'hui. Bien sûr, il y a le dynamisme de la voiture et surtout le plaisir de conduire. Ça, c'est quelque chose qui fait rêver. L'émotion qu'on peut avoir au volant, l'accélération. Nous, on incarne effectivement un rêve automobile. Donc, je pense que tout le monde a besoin de rêver. On est quand même dans un monde où il y a une crise économique, où c'est plus difficile. On a besoin quand même de repères. Et Porsche, c'est une très belle marque, comme les gens rêvent devant les Jeux Olympiques. Parce qu'on a besoin d'exceptions. On a besoin de se sortir de quotidien avec des choses qui font rêver. Et pour ça, l'automobile a quand même un rôle important. Voilà, Marco Ayoun, directeur général de Porsche, au micro de Tanguy Bloom. Alors, Louis Schetzer, malgré ses grands efforts et ce vocabulaire, lexique, marketing bien rodé, tout de même, après tout, et est-ce que vous partagez cette vision, en dehors de toute question, au fond, publicitaire, c'est que
c'est la notion et l'appel et la revendication du rêve qui est, au fond, qui appelle à ce que l'auto et l'industrie automobile survivent. Il y a toujours eu deux dimensions dans l'automobile. Il y a eu une dimension de l'automobiliste qui rêve, la passion, et on la voit chaque fois qu'on se promène au salon, encore cette année, on la retrouve intacte. Et puis les automobilistes rationnels qui disent l'auto est un instrument de liberté. Au fond, c'est ce qui permet d'aller où je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. Sauf à Paris. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Paris, c'est l'endroit de France où les gens ont le moins d'automobiles. Beaucoup moins que dans le département le plus pauvre de France. Absolument. Donc, il y a ces deux types de clients et tout constructeur automobile intelligent s'adresse à ces deux types de clients. On fait tous des voitures qui suscitent le rêve, la passion, l'enthousiasme, et puis des voitures pour les gens qui ont une relation rationnelle, un peu non affective à l'automobile. Moi, j'ai une relation affective à l'automobile, mais... À tel point qu'il y a un modèle de Sherlock qu'on appelle la Désir. Il y a un modèle qui s'appelle la Désir, enfin c'est un prototype, oui. Et qui est... C'est dommage que la Désir soit à l'état de prototype. Vous savez, on a l'automobile, il faut voir, vous achetez des objets très simples pour beaucoup d'argent. L'automobile, quand vous voyez ce qu'il y a dans une automobile, et que vous vous dites, pour 10 000 €, on fait ça, c'est miraculeux. Donc ça veut dire qu'il faut un savoir-faire d'économie dans une automobile qui est très contraignant. Alors Daniel Salnave. Moi je pense que les deux sont du domaine de l'affectif. Je pense que le deuxième domaine que vous avez abordé, celui de la liberté, c'est aussi cet espace qui est une espèce de maison qu'on promène avec soi partout. J'ai toujours considéré... Les gens considèrent l'auto comme leur domicile. C'est un domicile où je mets l'essentiel de moi-même et des objets qui m'occupent. C'est comme ça que vous aviez conçu l'Avantime, qui n'a pas du tout marché ? Non, l'Avantime, c'était une autre idée, c'était de dire les gens qui avaient eu un espace, qui avaient été heureux dans un espace avec leurs enfants à l'arrière, à un moment donné, les enfants partent et ils gardaient l'idée d'être au-dessus et en dominant un peu la situation, pas être dans une voiture de sport où on est au-dessous de tous les autres. Dans un salon chic un peu au perché. Oui. Et donc c'était ça l'idée d'Avantime, qui était une idée intelligente dont la réalisation n'a pas été tout à fait à la hauteur de ce que ça aurait dû être. Le moteur Matra. Et les ventes... non, le moteur était Renault. Et au fond, ça a été un échec et... voilà. Disons que conceptuellement, faire un monospace, de l'encombrement d'un monospace avec l'habitabilité d'un coupé, c'est vouloir concilier les contraires. L'Avantime était une sorte d'oxymore roulant. Je ne vais pas vous chipoter, mais l'encombrement d'une Porsche est à peu près le même et l'habitabilité est bien plus faible. Vous chipotez. Alors, dans les perspectives et les nouvelles stratégies, est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Rémy, on peut dire en deux petits mots qu'il y a tout de même des pistes, notamment du côté de la connectique et de l'informatique? Il paraît qu'un jour ou l'autre, avec son téléphone portable, on conduira sa voiture. Ah non, on ne conduira pas sa voiture avec son téléphone portable. Avec là, il ne faut quand même pas rêver. Non, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. On remplacera le tableau de bord, tout ça, les instructions, avec ce soit l'iPad. Effectivement, les informaticiens, les électroniciens ont débarqué chez les constructeurs automobiles en force. Ils ont pris le pouvoir. Ils se sont dit, on va inventer des tas de fonctionnalités dont d'ailleurs les clients n'étaient pas a priori forcément demandeurs ou friands. Gare au bug. Ça s'est concrétisé par l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux automatismes dans les voitures. On aime les GPS, par exemple. Tout à fait. Alors maintenant, l'époque qui s'ouvre et que révèle ce salon de l'auto, c'est qu'effectivement, on va pouvoir de plus en plus, et c'est ce que Renault va présenter sur la nouvelle Clio, je dis va présenter parce que la nouvelle Clio est là, mais la future tablette tactile, qui n'est pas simplement un écran tactile, mais une tablette de connexion et d'interactivité avec des tas de fonctions, y compris sur l'univers multimédia, arrive quelques mois après la commercialisation de la Clio. Ce sera vraisemblablement seulement avec un peu de retard au printemps prochain. Là, ça ouvre la porte vers tout un univers de connectivité, pour prendre ce mot un peu moche, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire la connexion au multimédia, au GPS, bien sûr, à des tas de fonctions. Et l'étape suivante sera, non pas qu'on pourra conduire avec son téléphone portable, ce serait quand même hasardeux et bizarre en termes d'ergonomie et de relations homme-machine, machine-homme. En revanche, on va pouvoir peut-être, avec une tablette au format d'un iPad, sans vouloir faire de publicité, arriver, déverrouiller sa voiture, poser l'iPad sur la planche de bord,
ça deviendra à la fois le tableau de bord de la voiture avec toutes les indications, le tableau de commande pour toutes les commandes, y compris celle de la voiture pour la conduite, régler par exemple la force de l'assistance de la direction. Et puis quand vous quittez la voiture, vous emmènerez votre iPad et la voiture sera verrouillée et sera inactive. Alors cela dit, tout le monde ne rêve pas nécessairement de tout cela. Regardez, la nostalgie parfois frappe évidemment aussi. André Degon, journaliste pour le magazine internet Auto Addict, lui dit que le rêve c'est la voiture à papa, au micro de Christophe Payet. Qu'est-ce qui me fait rêver encore dans l'automobile? C'est une bonne question parce qu'en fait, ce qui me faisait rêver, c'était l'automobile, j'allais dire un peu de papa. Ça veut dire l'automobile où quand on monte dans la voiture, ça sent la mécanique, ça sent la voiture, ça sent l'huile, ça sent l'essence. Je veux dire, c'est ça le sport mécanique. Mais ce qui me fait encore rêver, c'est de pouvoir prendre une voiture et d'aller monter en montagne, faire passer des cols avec un cabriolet, être au grand air et avoir cette impression de mobilité fabuleuse et de liberté que seule l'automobile peut donner. Mais je dis bien seule l'automobile quand on est en campagne, en région. Mais en ville, c'est un autre problème. En ville, on a un problème de mobilité et on a un problème de pollution. Indépendamment de ça, l'automobile doit encore donner un grand moyen de liberté. Et est-ce que l'automobile, au fond, est toujours aujourd'hui un outil d'émancipation, comme on le disait beaucoup à l'époque, des classes populaires, Louis Schweitzer? Je crois que oui. Je crois que oui. Je le répète, l'automobile, elle doit avoir sa place. Et les gens du tout automobile qui disent « je suis contre les transports en commun parce que je suis pour l'automobile », je pense qu'ils sont idiots. Les gens qui nient les problèmes de pollution, ils ont tort. Les gens qui nient les problèmes de réchauffement climatique, ils ont tort. Les gens qui nient les problèmes de sécurité, ils ont tort. Mais le bon usage de l'automobile, je le répète, ça apporte des joies et surtout de la liberté. Et rien ne remplace l'automobile sur ce plan. Daniel? Oui, certainement, espace de liberté, mais en même temps, je passe plusieurs mois par an dans un village qui n'est éloigné de Paris que de 60 km. Il n'y a aucun moyen d'aller de ce village à quelque endroit qu'on veuille sans avoir une automobile. Beaucoup de mes voisins dont les revenus ne sont vraiment pas très élevés ont jusqu'à 3 voitures dans une famille parce que les enfants et les parents qui vivent encore ensemble ne travaillent pas dans les mêmes endroits. La ligne d'autobus est insuffisante. Quant à la gare la plus proche, elle a été fermée et maintenant c'est le RER qui est à 28 minutes à peu près de ce village. Je pense que ça c'est véritablement un problème. Il n'y a pas une liberté là, les confisquer la liberté. Nous arrivons au terme de cette émission, Louis Schweitzer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelque chose quand même par rapport à des concurrents de votre maison Renault, mais que je ne m'explique pas tout de même? Comment se fait-il que dans des voitures que l'on paie à des prix astronomiques, quand on peut le payer d'ailleurs, ayant visité hier un petit peu, beaucoup moins longtemps que Tanguy Bloom et Christophe Payet, mais enfin tout de même, comment expliquez-vous que chez Ferrari, Maserati, même Rolls, on trouve des Komodo en plastique, des plastiques bas de gamme, des faux alus, des faux carbones. Alors c'est des bagnoles qu'on paye la plus moins chère doit être à 250 000 euros, quoi. C'est du vrai carbone à ce prix. C'est du vrai carbone. Non. Vous avez fait toc-toc, oui. J'ai fait toc-toc. Le carbone a un bruit de plastique. Le Komodo de la Rolls est en plastique, je vous l'assure. Vous savez, le plastique, c'est quand même un matériau très utile et, au fond, qui n'a pas nécessairement d'équivalent. Alors, je ne vais pas critiquer nos amis de Rolls-Royce, nous ne sommes pas nos concurrents directs, donc ça va. Mais bon, ignorer tout ce qui est moderne pour mettre du bois partout, c'est pas nécessairement rationnel. Et puis, vous savez qu'il y a tout de même un grand absent. Il y a tous les constructeurs au salon de l'auto, Jean-Rémy? J'aurais tendance à répondre oui. Les grands absents sont les Chinois dont on a beaucoup parlé. Un jour, ils vont déferler dans le monde, en Europe. Il n'y a aucun exposant chinois, alors qu'il y en a eu dans les années précédentes, même s'ils ne vendaient pas de voitures en France. Mais il y a, paraît-il, un grand absent. Et vous savez, Marc, et vous vouliez me coller. Aston Martin. Aston Martin n'est pas au salon? Non. Je ne m'en suis pas aperçu. Ben, on est tous certains. Se profite d'un silence. Je vais moi-même sommes bouche bée. Je suis étonné. Et vous en êtes sûr? Oui. Bon, je vais regarder. Admettons, mais c'est intéressant pour les Chinois. Je voudrais y revenir. Ils sont effectivement venus il y a quelques années. Mais l'automobile, c'est une science, mais c'est aussi un art. Et l'art, c'est beaucoup plus long à apprendre que la science. Et les Chinois, aujourd'hui, reconnaissons-le, ne savent pas encore concevoir une bonne automobile. Ça viendra. Dans 10-15 ans, on aura des automobiles chinoises qui seront nos concurrents. Mais aujourd'hui, ils ne savent pas encore.
Louis Schweitzer, merci d'avoir accepté notre invitation au matin de France Culture. Je pense que vous auriez préféré peut-être pendant une heure parler de théâtre, qui est votre grande passion. Vous êtes le président de nombreuses institutions artistiques, comme la MC93. Allez, qu'est-ce qu'il faut aller voir en ce moment au théâtre ? Écoutez, pour le moment, allez à l'Odéon, allez alors au Théâtre de la Ville, il y avait le Berliner Ensemble, à l'Odéon, il y a aussi des pièces allemandes. Allez, c'est l'éloge d'Allemagne, je vais m'arrêter. Voilà.